Chapitre 1. Une perturbation dans la salle de lecture. Je soutiens depuis longtemps que les chroniques de mon ami Sherlock Holmes, bien qu'elles abordent les plus hautes affaires de l'État et les plus étranges entreprises humaines, ont trop souvent négligé les moments de calme et de contemplation entre ces tempêtes d'activité. C'est lors d'un de ces moments, par un après-midi humide et brumeux d'octobre 18, que je me suis retrouvé confortablement installé dans notre salon du 221B Baker Street, à regarder la lumière du feu jouer sur les murs et à écouter la symphonie étouffée de Londres derrière nos fenêtres. Holmes lui-même affichait une pose familière, enfoncé dans son fauteuil, les genoux repliés sur son menton, tandis qu'un nuage de fumée âcre s'échappait de sa pipe en terre noire et montait vers le plafond. Depuis près de 2 jours, il était plongé dans un profond ennui, feuilletant nonchalamment les chroniques angoissantes de divers journaux, réorganisant son index de chiffres européens et soupirant avec une profondeur qui trahissait un système nerveux trop perfectionné pour le monde terrestre qu'il était contraint d'habiter. « C'est une chose singulière, Watson, » remarqua-t-il brusquement, sa voix brisant le silence confortable. La classe criminelle semble avoir pris des vacances collectives. Pas un faux, pas un chantage, pas un meurtre d'intérêt n'a été découvert en 2 semaines. Le monde est devenu banal. Scotland Yard est compétent, une situation terrifiante. J'ai baissé mon journal. Je pense que le calme serait le bienvenu, Holmes. Ça te permet de récupérer. Récupérer ? S'écria-t-il en bondissant de sa chaise avec une énergie soudaine. Mon cerveau se rebelle contre la stagnation. Donnez-moi des problèmes, mec. Donnez-moi du travail. Sans ça, la machine rouille. Je suis tenté de... Sa tirade fut interrompue par un coup rapide et saccadé frappé à la porte de notre logement. Nous entendîmes les pas de Madame Hudson dans le couloir, un échange de voix étouffées, puis un pas plus lourd et plus agité dans l'escalier. Les yeux de Holmes brillèrent d'un feu nouveau. « Ah, la partie est lancée, Watson, ou je me trompe lourdement. Remarquez le pas un homme, je le juge, d'allure officielle, mais son allure est précipitée, son poids inégalement réparti. Un homme en proie à une grande anxiété, mais habitué à commander. Un instant plus tard, notre porte s'ouvrit brusquement pour laisser entrer un personnage qui incarnait parfaitement la déduction de Holmes. C'était un homme grand, large d'épaules, à l'allure militaire, le visage rougeau sous une chevelure gris-fer et une magnifique moustache hérissée d'indignation. Il était impeccablement vêtu, mais sa cravate était légèrement de travers, et il serrait à la main un haut de forme en soie comme s'il voulait l'écraser. « Monsieur Sherlock Holmes ?» tonna-t-il, sa voix habituée à résonner à travers les terrains de parade. « C'est moi !» dit mon ami avec une légère révérence. « Et voici mon collègue et chroniqueur, le docteur Watson. Veuillez vous asseoir et vous confier. Vous arrivez du British Museum, je crois, avec un problème que vous estimez dépasser les capacités des forces de l'ordre. » Notre visiteur, qui s'apprêtait à parler, resta bouche bée. « Mon Dieu, comment as-tu pu savoir ça ?» Holmes fit un geste dédaigneux de la main. « Élémentaire. Une légère odeur caractéristique de vieux papier, de parchemin et de vernis de musée imprègne votre manteau. Une petite tache d'une encre bleu-noir particulière, peu utilisée dans la correspondance commerciale ou privée, se trouve sur votre pouce et votre index. Votre venue à moi suggère une affaire délicate et complexe que la police, malgré toute son énergie maladroite, n'a pas réussi à saisir. Maintenant, monsieur, votre nom et votre difficulté. » L'homme s'enfonça dans le fauteuil qu'on lui tendait, ses fanfaronnades évaporées. « Je suis le colonel Algernon Wadsworth, » dit-il, à la retraite, et j'occupe désormais les fonctions d'administrateur et de directeur spécial du British Museum. Et vous avez tout à fait raison, monsieur. Je suis venu de Bloomsbury parce qu'une catastrophe s'est produite, une catastrophe que j'ai du mal à décrire. Nous avons été violés. »« Violés ?» demandai-je. « Un vol ? » ?»« Pire, docteur, bien pire. » La voix de Wadsworth se réduisit à un murmure horrifié.
C'est un acte de vandalisme intellectuel, une profanation. Le Codex Umbra a été profané. Holmes, penché en avant, les doigts serrés, ne réagit pas. Moi, en revanche, je ressentis un frisson de curiosité. « Le Codex quoi ? Le Codex Umbra », répéta Wadsworth, comme si le nom lui-même était sacré. Un manuscrit enluminé du IXe siècle, l'un des plus précieux de notre collection. C'est un évangile de Jean, transcrit par des moines de Northumbrie. Sa valeur est incalculable. Ce n'est pas seulement un livre, messieurs. C'est un sommet de l'art et de la dévotion humaine. « Et que lui est-il arrivé exactement ?» demanda Holmes d'un ton calme et clinique. Entre la fermeture de la salle de lecture hier soir et son ouverture ce matin, un ou plusieurs inconnus ont eu accès à sa vitrine sécurisée dans la bibliothèque du roi. Ils ne l'ont pas volée. Oh, cela aurait été un crime simple et brutal. Au lieu de cela, ils y l'ont mutilé. Le visage du colonel pâlit à se souvenir. Sur la page la plus célèbre, la magnifique enluminure des 4 évangélistes, un grand corbeau noir encrié a été dessiné. Il s'étale en marge, son aile masquant le visage de saint Matthieu, une hideuse tache moderne sur 800 ans d'histoire. J'étais horrifié. Mon Dieu, quel acte monstrueux! La marque, m'intervint Holmes, les yeux clos par la concentration. Décrivez-la. Était-elle dessinée avec la même encre que celle sur votre doigt? Non, monsieur, c'est le fruit de mon propre examen frénétique. C'était différent. Une encre épaisse, visqueuse, d'un noir de jet. Elle avait été appliquée avec une main assurée, voire artistique. Le corbeau est austère, réaliste et menaçant. Et l'affaire, elle a été forcée. C'est l'élément le plus déconcertant, monsieur Holmes. Ce n'était pas. Il n'y a aucune trace d'effraction. Les serrures sont des modèles Chubb de la plus haute qualité. Le verre fait un quart de pouce d'épaisseur. La boîte a été retrouvée ce matin, toujours bien fermée, avec l'abomination à l'intérieur. On dirait que le spectre d'un moine vengeur a traversé le chêne massif et le laiton pour commettre cette atrocité. Holmes resta silencieux un instant, absorbé par cette étrange information. Le brouillard extérieur semblait se resserrer contre les vitres et le feu crépitait dans la cheminée. « La police, bien sûr, est déconcertée », poursuivit Wadsworth, une pointe de mépris revenant dans sa voix. « L'inspecteur Lestrade est sur les lieux, et sa théorie oscille entre une farce d'un agent d'entretien négligent et l'œuvre d'une agence surnaturelle. Je n'ai besoin ni de farceurs ni de chasseurs de fantômes. Monsieur Holmes, j'ai besoin de vous. Le conseil d'administration est en émoi. La réputation du musée est en jeu. Accepterez-vous de vous charger de l'affaire ?» Holmes se leva de sa chaise, sa grande silhouette décharnée semblant absorber toute l'énergie de la pièce. Sa langueur avait disparu, remplacée par une vigilance féroce et prédatrice. « Colonel Wadsworth », dit-il en attrapant sa casquette de voyage à oreillettes et son lourd ulster. Le problème présente des aspects d'un intérêt peu commun. La pièce fermée à clé est toujours l'une de mes préférées. Mais c'est la psychologie de l'acte qui m'intrigue le plus. Ce n'était pas un vol, c'était un message, une déclaration. Et le corbeau est un symbole chargé de sens. Allons, Watson, le jeu est bel et bien en marche. Nous devons absolument aller au British Museum et constater par nous-mêmes cet évangile blessé. Et sur ce, il quitta la pièce, laissant le colonel Wadsworth et moi nous précipiter dans son sillage, dans le brouillard jaune et tourbillonnant de Baker Street, vers l'un des mystères les plus étranges et les plus absorbants qu'il m'ait été donné de partager. Chapitre 2. Le sanctum profané le fiacre, îlot solitaire de lumière et de mouvement dans la pénombre sépia de l'après-midi londonien, nous emporta rapidement vers Bloomsbury. Le colonel Wadsworth, figé et agité, gardait le silence, le regard fixé sur les fantômes des immeubles qui défilaient dans le brouillard. Holmes, au contraire, était une véritable dynamo d'énergie contenue, son regard perçant, ne perdant aucun détail des rues, ses longs doigts nerveux tapotant un tatouage silencieux sur son genou. « L'encre sur vos doigts, colonel !» commença Holmes brusquement, rompant le silence.
Elle ne vient pas du vandalisme lui-même, disiez-vous? De votre propre examen, peut-être? D'un échantillon que vous avez tenté de prélever? Wadsworth sursauta, comme tiré d'une sombre rêverie. Oui, exactement, une impulsion insensée. Quand le bibliothécaire en chef, M. Scrivener, a souligné l'atrocité, j'avoue que je l'ai touché, espérant peut-être qu'il était encore humide, que le coupable venait de s'enfuir. Mais il était sec comme un os, et il a laissé cette tache infernale. Il leva le pouce et l'index, révélant la tache bleu-noir distincte. Et cette autre encre, l'encre du corbeau, tu l'as dit visqueuse, d'un noir de jet. As-tu remarqué sa consistance? Était-ce de l'encre de Chine ou quelque chose d'autre? Je ne suis pas un expert, monsieur Holmes, mais la peinture semblait plus épaisse, presque goudronneuse. Elle brillait légèrement sous la lumière du gaz. Holmes hocha la tête et rangea l'information. Et la mallette? Elle est toujours sous clé. Invariablement. La clé est détenue par M. Abney Scrivener, le bibliothécaire en chef de la collection des manuscrits rares. Un homme méticuleux et digne de confiance. Il ouvre la vitrine chaque matin pour que la page soit tournée par un conservateur principal. Un rituel accompli avec des gants blancs et un masque respiratoire pour protéger le vélin de l'humidité, et la referme chaque soir. La vitrine n'a pas été ouverte pour autre raison depuis 3 semaines. Et l'affaire a été classée ce matin lorsque les dégâts ont été découverts. C'est vrai, Monsieur Scrivener lui-même l'a déverrouillée pour que nous puissions confirmer la violation. Très singulier, y murmura Holmes les yeux mi-clos. On nous présente un crime impossible à perpétrer, mon genre préféré. Nous débarquâmes devant l'immense façade néoclassique du British Museum, dont la grande colonnade semblait planer sur la place enveloppée de brouillard. Wadsworth nous conduisit non pas par l'entrée publique, mais par une porte latérale, plus petite et anonyme, qui s'ouvrait sur un labyrinthe de couloirs administratifs. L'air changea instantanément. La fraîcheur humide des journées londoniennes fit place à une chaleur sèche et constante, et l'odeur était reconnaissable entre mille, celle du savoir ancien, des reliures de cuir, du papier poussiéreux et faiblement, de la cire d'abeille. Nous croisâmes des commis silencieux et anxieux, et des domestiques au visage sévère qui se redressèrent à la vue du colonel. Nos pas résonnèrent sur le sol de marbre, tandis que nous pénétrions au cœur du grand bâtiment, pour finalement arriver à la bibliothèque du roi. C'était une salle époustouflante, une longue et haute galerie tapissée du sol au plafond de livres de toutes sortes, dont les dos dorés brillaient sous la douce lumière d'innombrables becs de gaz. L'air vibrait d'un silence profond, presque sacré. Au fond de la salle, un groupe d'hommes rompit la solennité. L'un d'eux, un petit homme au visage de furet, vêtu d'un uniforme de gendarme, se tenait maladroitement au garde-à-vous. Un autre, plus grand et plus mince, à l'air las et professionnel, me fut immédiatement familier. « Ah, Lestrade !» dit Holmes, sa voix perçant l'atmosphère feutrée. J'aurais pu me douter que l'élite de Scotland Yard serait attirée par une affaire exigeant une telle délicatesse. L'inspecteur Lestrade se retourna, l'air mêlé de soulagement et d'irritation. « Holmes, j'ai entendu dire que vous veniez. Eh bien, vous êtes le bienvenu. C'est une drôle d'affaire, sans aucun doute. » Il désigna une vitrine en verre et en chêne. « Voilà votre puzzle. » Le coffret était une magnifique pièce d'artisanat, mais c'était l'objet qu'il contenait qui attirait l'attention. Sur un support de velours sombre reposait un livre ancien, ouvert sur une page d'une beauté époustouflante. L'écriture latine était d'une finesse exquise, mais c'était l'enluminure qui captivait le regard. Une magnifique représentation des 4 évangélistes, leurs robes ornées d'une profusion de feuilles d'or, d'outre-mer et de vermillon, leurs visages sereins et sages, et là, souillant la marge, se trouvait le corbeau. C'était exactement comme Wadsworth l'avait décrit. Un grand oiseau, dessiné avec une encre noire de jet, une grande aile balayant le visage du saint.
L'œuvre était d'une modernité saisissante par son assurance, une rayure brutale et arrogante sur le visage de l'histoire. Ce n'était pas un gribouillage, c'était une signature. « Vous voyez, Holmes » dit Lestrade d'une voix triomphante. « Pas d'effraction, les serrures sont intactes. Le vieux monsieur Scrivener, ici présent, a la seule clé. » Il désigna un troisième homme, debout, les mains tordues, le visage angoissé. C'était un homme frêle et âgé, portant des lunettes à pince-nez et un air nerveux, vêtu d'une redingote démodée. Il s'agissait manifestement d'Abney Scrivener. « C'est une catastrophe !» murmura le bibliothécaire d'une voix tremblante. « Une profanation. J'ai consacré ma vie à la préservation de ces textes. C'est une blessure mortelle. » Holmes ignora momentanément la détresse de l'homme, tout entier concentré sur l'affaire. Il sortit une grande loupe de sa poche et entreprit un examen minutieux, en commençant par les lourdes serrures en laiton. Il scruta chaque centimètre du verre, les joints en chêne, la doublure en velours. Il passa 5 bonnes minutes à genoux, à examiner le sol autour de la valise, le nez à quelques centimètres du bois poli. Aucune rayure, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Aucune trace d'effraction. Les serrures sont impeccables. Il se redressa. « Monsieur Scrivener, la clé, s'il vous plaît. » Le bibliothécaire sortit une grande clé complexe d'une chaîne glissée dans la poche de son gilet. Holmes la prit, l'examina tout aussi minutieusement, puis la lui rendit. « Vous êtes certain que c'est la seule clé ?»« Parfait, monsieur, » répondit Scrivener. « Il a été commandé pour ce cas précis. Le fabricant, Chubb lui-même, nous a assuré qu'il était unique. » Le regard de Holmes se reporta sur la page ravagée. « Et l'encre ? Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?»« Je n'en ai jamais rencontré, » répondit Scrivener. « Ce n'est ni du noir de fumée, ni de la gale ferreuse, ni aucune autre encre utilisée dans l'imprimerie moderne. Sa texture est particulière. C'est une énigme, Holmes, » déclara Lestrade en croisant les bras. « Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que cela a été fait de l'intérieur. Quelqu'un a dû avoir accès à la clé, en faire une copie et la rendre. Un employé mécontent, peut-être. » Il jeta un regard significatif au scribe tremblant. « Une théorie intéressante, Lestrade, » dit Holmes sans la moindre conviction. « Mais elle omet un point pourtant évident. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Lestrade, blessé dans son orgueil. « Le mobile !»« Oh !» dit doucement Holmes, les yeux fixés sur le corbeau noir et austère. « Et si l'on se donne la peine de copier une clé unique, d'entrer dans ce sanctuaire au cœur de la nuit, pourquoi ne pas simplement voler le codex? Sa valeur au marché noir est immense. Pourquoi risquer une capture simplement pour faire un dessin? » Il se pencha, son profil de faucon se reflétant dans la vitre. « Non, Lestrade, ce n'était pas un vol, c'était du théâtre. Et le corbeau n'est pas un simple acte de vandalisme. C'est une proclamation. » Il se tourna soudain vers le bibliothécaire en chef. « Monsieur Scrivener, vous avez mentionné que la page était tournée quotidiennement. Était-elle tournée hier? »« Oui, monsieur, seule, à 10 heures précises. »« Et le corbeau n'était pas là? »« Certainement pas. J'aurais dû le voir. » Le crime a donc été commis entre 10 heures hier matin et ce matin à la même heure. Holmes parcourut la pièce du regard, scrutant les hautes fenêtres, les vastes galeries de livres, le personnel silencieux et attentif. Le décor est planté. Les acteurs ont fait leur entrée et leur sortie, mais ils ont laissé leur carte de visite. Il pointa un long doigt pâle vers la forme noire menaçante sur la page. La question n'est pas de savoir comment ils ont pu pénétrer dans une affaire verrouillée, messieurs. La question est de savoir pourquoi ils se sont sentis obligés de laisser cette trace particulière. Et pour qui? Ses yeux brillaient à la lumière du gaz. « Watson, le jeu s'est intensifié. Nous ne traquons pas un simple vandale. Nous traquons un esprit d'invention rare et sinistre. » Chapitre 3. La clé. Invisible, un profond silence suivit la déclaration de Holmes, rompu seulement par le faible sifflement des becs de gaz et la respiration agitée du pauvre monsieur Scrivener. L'inspecteur Lestrade,
toujours pragmatique, fut le premier à se reprendre. Un esprit d'invention sinistre. C'est bien beau, monsieur Holmes, dit-il d'un ton légèrement sceptique. Mais il ne crochette pas les serrures et ne traverse pas les murs. Il y a un fait physique ici qui mérite d'être expliqué. Si la clé est unique et que le boîtier est anonyme, comment a-t-il été fabriqué? C'est précisément la question qui distingue notre approche de la démarche officielle, inspecteur, répondit Holmes d'une voix sèche. Vous cherchez le comment comme une fin en soi. Moi, je le cherche comme un chemin vers le qui. Et plus important encore, le pourquoi. La méthode révélera l'homme. Maintenant, cessons les spéculations et commençons l'observation. Il reporta son attention sur la vitrine, mais son attention s'élargissait désormais des serrures à l'environnement tout entier. Il décrivit lentement et délibérément un cercle autour de la vitrine, son objectif à nouveau en main. Il examina le plancher sur 1 mètre dans toutes les directions, puis les vitrines voisines contenant des seaux cylindres assyriens et des fragments de papyrus. Les préposés, dit Holmes sans lever les yeux de son regard fixé sur la base d'un pilier de marbre. Combien sont de service dans cette pièce pendant les heures d'ouverture au public? Le colonel Wadsworth, qui observait avec un mélange d'espoir et d'impatience, s'éclaircit la gorge. 2 pendant la journée et 1 pendant la nuit. Le gardien de nuit effectue cependant des rondes régulières dans toute l'aile. Il passe dans cette pièce environ toutes les demi-heures. Et hier soir, qui était de service? Ce serait le vieux John Gibbons, proposa Scrivener. Il travaille au musée depuis 30 ans. Un homme de confiance. Il faudra lui parler, déclara Holmes. Mais d'abord, le registre. Il désigna un grand registre relié en cuir posé sur un podium près de l'entrée de la bibliothèque. Le livre d'or. Je suppose que tous ceux qui entrent dans les salles de lecture doivent signer. Ils doivent le faire, confirma Scrivener. Mais la bibliothèque du roi est ouverte au grand public pendant les heures de consultation. Ils ne sont pas tenus de signer pour entrer ici, seulement pour les salles de lecture dédiées à la recherche. Votre sécurité est compromise, colonel, remarqua Holmes. Mais peu importe, le livre pourrait bien nous révéler quelque chose. Il se dirigea vers le pupitre et commença à feuilleter les pages du registre avec une rapidité et une efficacité éprouvées, son regard parcourant les colonnes de noms et d'adresses. Il resta ainsi plusieurs minutes, son index parcourant les entrées de la veille. Soudain, il s'arrêta net. « Ah !» dit-il, dans un soupir silencieux et aigu de découverte. Nous nous sommes rassemblés autour de lui. Son doigt se posa sur un nom, écrit d'une écriture anguleuse et tranchante. Algernon Kemp, résident, hôtel Ravenscroft, Bloomsbury. Un Kemp, dit Lestrade en se penchant. Je ne connais pas son nom. Tu crois que c'est notre homme? Le nom importe peu, inspecteur. C'est l'adresse qui me parle. Le Ravenscroft. Les yeux de Holmes brillèrent. Notre vandale laisse un corbeau dessiné à l'encre, et un homme avec un corbeau dans la chambre qu'il a choisi vient voir la scène de son futur crime. La coïncidence est un peu trop forte, ne trouvez-vous pas, Watson? C'est certainement suggestif. Ai-je convenu? Suggestif? C'est une balise! S'écria Holmes. Colonel, ce nom est-il déjà apparu dans vos journaux? Scrivener ajusta son pince-nez et examina l'inscription. Je ne me souviens plus précisément. Nous recevons des centaines d'universitaires et de touristes chaque semaine. Mais combien séjournent dans un hôtel portant le nom de Raven, le jour même où un corbeau est gravé sur votre bien le plus précieux? Holmes referma le livre d'un claquement de doigts. Lestrade, nous avons notre premier fil conducteur, aussi coloré soit-il. L'hôtel Ravenscroft est notre destination immédiate. Je vais demander à un homme de se renseigner immédiatement, dit Lestrade en se tournant vers son agent. Non, inspecteur, répondit Holmes fermement. Il faut une approche plus subtile. Une enquête brutale conduira notre homme à terre s'il s'y trouve bel et bien, et n'a pas déjà pris la fuite. Watson et moi irons. Vous avez d'autres pistes à explorer. Lestrade parut méfiant, comme le veilleur de nuit, John Gibbons.
Interrogez-le. Apprenez ses habitudes. Découvrez s'il a vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Et le personnel de nettoyage. Quand cette pièce a-t-elle été cirée pour la dernière fois? Le sol autour de la vitrine est impeccable. Mais j'ai détecté une légère odeur, presque imperceptible, de cire d'abeille, recouvrant l'odeur du vieux papier. Cela a été fait récemment. Très récemment. Cela pourrait avoir une importance. Lestrade, bien que visiblement mécontent de se voir confier ce qu'il considérait comme des tâches secondaires, hocha la tête sèchement. « Très bien. Gibbons et les femmes de ménage. Je m'en occupe. » Satisfait, Holmes se retourna pour partir, puis s'arrêta une dernière fois près de la vitrine. Il se pencha, le nez presque à fleur de vitre, fixant non pas le corbeau, mais l'espace qui l'entourait. « Monsieur Scrivener, dit-il doucement, hier, lorsque la page a été tournée, vous avez manipulé le codex. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, même léger? Une texture du vélin qui n'existait pas auparavant? Une odeur? » Le visage du bibliothécaire se crispa sous l'effet de la concentration. « Inhabituel? Non, monsieur. C'était comme toujours, sec, fragile, précieux. » Il secoua la tête. « M'attendez, il y avait une chose. Une odeur très subtile et sucrée. Je n'y ai prêté aucune attention sur le moment. J'ai supposé que c'était le cirage de la boîte, ou peut-être le cuir de la reliure. Une odeur sucrée? » Holmes plissa les yeux. « Pouvez-vous la décrire? Comme des amandes, peut-être? Ou de la pâte d'amande? » C'était parti en un instant. Un lent sourire éclaira le visage de Holmes, un sourire qui ne contenait aucune chaleur, mais une grande satisfaction. « Merci, monsieur Scrivener. Vous m'avez été d'une grande aide. Venez, Watson. Le brouillard vous attend, et avec lui, le Ravenscroft. Nous avons quitté l'atmosphère feutrée et sacrée de la bibliothèque pour le monde gris et feutré de Bloomsbury. Alors que nous élions un autre taxi, ma curiosité ne put plus se contenir. L'odeur des amandes, Holmes, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie, mon cher Watson, que notre méchant n'est pas seulement un artiste, mais aussi un chimiste, dit-il d'une voix basse et enthousiaste tandis que le taxi s'éloignait. Et l'odeur des amandes amères est notoirement associée à l'acide prussique. Mais dans ce contexte, je soupçonne un composé totalement différent. Un composé volatile, à l'odeur sucrée, qui possède des propriétés très particulières lorsqu'il est appliqué sur des surfaces. Mais quoi? Comment expliquer que l'affaire soit verrouillée? Cela pourrait tout expliquer, Watson, dit-il, le regard fixé sur le brouillard qui s'éloignait. Si mon hypothèse est correcte, nous ne cherchons pas un maître serrurier. Nous cherchons un homme de science rancunier. Un homme qui signe son œuvre d'un oiseau de mauvais augure. Et qui, si je suis un fin connaisseur de l'esprit criminel théâtral, pourrait être assez arrogant pour nous attendre à son hôtel. Le taxi s'arrêta devant un établissement modeste et respectable, orné d'une plaque en laiton poli à côté de la porte, sur laquelle était écrit le Ravenscroft. C'était un lieu de prédilection pour les universitaires de passage et les touristes discrets, loin du repère habituel des vandales extravagants. Holmes bondit, l'énergie fulgurante. « Maintenant, Watson, voyons si M. Algernon Kemp est à l'aise avec les visiteurs. Et découvrons quel genre d'homme utilise un corbeau comme carte de visite. » Il poussa la porte et nous entrâmes dans le hall silencieux au sol, en linoléum. Le prochain coup de cet étrange jeu sur le point d'être joué. Chapitre 4. Le repère de l'alchimiste. L'intérieur de l'hôtel Ravenscroft était un modèle de respectabilité discrète. Une moquette Axminster usée, un comptoir de réception en acajou poli et une légère odeur persistante de choux bouillis et de cire à meubles flottaient dans l'air. Un employé à lunettes, d'à peine plus de 20 ans, leva les yeux de son registre à notre entrée, l'air vaguement interrogateur. « Bonjour !» commença Holmes d'un ton convivial et officiel que je savais entièrement inventé. « Nous menons une enquête pour le British Museum. Nous avons appris qu'un de vos invités, M. Algernon Kemp, leur rendait visite récemment.
Il s'agissait d'une monographie égarée. L'employé, impatient d'aider, hocha vigoureusement la tête. « Oh, Monsieur Kemp, salle 7, 2e étage. » Il fit un geste vers l'escalier. « Je crois qu'il est là. »« Splendide !» dit Holmes avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous allons le surprendre. » Nous montâmes l'escalier, nos pas étouffés par la fine moquette. Le couloir du 2e étage était sombre et silencieux. Holmes s'arrêta devant la porte numéro 7, la tête penchée, à l'écoute. De l'intérieur parvint un léger grincement rythmé, comme un pilon broyé dans un mortier. Sans frapper, Holmes tourna la poignée. La porte était déverrouillée. La scène qui s'offrit à nos yeux était stupéfiante. La petite chambre d'hôtel soignée avait été transformée en laboratoire improvisé. Le lit était jonché, non pas de draps, mais de feuilles de papier couvertes de formules chimiques complexes et de croquis complexes et obsessionnels de corbeaux d'envol. Sur le lavabo, des bêchers et des agitateurs en verre côtoyaient le pichet et la bassine. Une petite lampe à alcool brûlait d'une flamme bleue, chauffant un creuset d'où s'échappait une fumée âcre et particulière vers le plafond. Et au centre de tout cela, nous tournant le dos, se tenait un homme, grand et maigre, vêtu d'un tablier de pharmacien taché par-dessus ses manches de chemise. Ses cheveux formaient une crinière noire, hirsute et hirsute. Il était penché sur une table, absorbé par son travail, broyant quelque chose dans un bol en céramique avec une concentration intense. Il ne nous avait pas entendus entrer. « Monsieur Algernon Kemp, je suppose ?» demanda Holmes, sa voix interrompant l'attention de l'homme. La silhouette sursauta violemment, se retournant pour nous faire face. Il était plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être 35 ans, avec un visage pâle et intense, dominé par de grands yeux sombres qui brûlaient d'une intelligence fiévreuse. L'espace d'un instant, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, puis se rétrécirent, une lueur de peur se substituant presque instantanément à une colère provocante et hautaine. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix aiguë. « Comment osez-vous vous immiscer dans mes recherches privées ?»« Je suis Sherlock Holmes. Voici le Dr Watson. Nous enquêtons sur la profanation du Codex Umbra au British Museum. » Le nom de Sherlock Holmes sembla l'affecter profondément. Son arrogance disparut, remplacée par un regard d'intérêt vif, presque érudit. « Sherlock Holmes, le détective consultant ? Ici, fascinant !» Il s'essuya les mains sur son tablier, laissant des traces de poudre noire. « J'ai lu les récits du docteur Watson avec grand intérêt. Vos méthodes sont peu orthodoxes, mais parfois brillantes. Votre flatterie est notée, » dit Holmes d'un ton sec, son regard parcourant la pièce sans manquer aucun détail. « Mais parlons de vos propres méthodes, Monsieur Kemp. Votre intérêt pour les corbeaux, par exemple. » « Mais que t'ai-je né, dit-Ted. Il prit un des croquis sur le lit. C'était un dessin magistral, le même oiseau austère et menaçant que nous avions vu défigurer le manuscrit ancien. Kemp pinça les lèvres. Le Corvus Corax est une créature d'une profonde symbolique, une muse pourrait-on dire. Je suis un artiste qui broie lui-même ses pigments, semble-t-il, observa Holmes en désignant le mortier et le pilon d'un signe de tête. Et pas n'importe quel pigment. C'est du noir de fumée que vous utilisez, n'est-ce pas? Mélangé à un liant de la gomme arabique, peut-être. Une encre brute mais efficace. Mais je suis un homme aux multiples intérêts, dit Kemp d'un ton évasif, se déplaçant légèrement pour bloquer la vue de Holmes sur la lampe à alcool. Et l'une d'elles, semble-t-il, est l'étude des mécanismes de serrure. Le regard perçant de Holmes s'était arrêté sur un livre abandonné sur la table de nuit. Son titre, gravé en lettres d'or sur la tranche, était « Traité sur les principes et la pratique de la métallurgie et de la conception des serrures ». Le visage de Kemp pâlit. Une curiosité passagère. Une curiosité qui coïncide avec la violation d'une mallette verrouillée par Chubb au musée que vous avez visité hier. La voix de Holmes était glaciale. Une mallette qui porte maintenant un corbeau.
dessinée à l'encre qui correspond à celle que vous préparez actuellement. La coïncidence s'accroît, Monsieur Kemp. J'ai vu les poings de l'homme se crisper. Son regard se porta vers la porte, calculant ses chances de fuite. « C'est insupportable! Vous n'avez aucune preuve. Mon intérêt est purement académique. » « Vraiment ?» Holmes fit un pas brusque vers la lampe à alcool. « Alors, peut-être pourriez-vous m'expliquer le but de cet appareil. Vous ne fabriquez pas seulement de l'encre. Vous distillez quelque chose. L'odeur douce et amentée est inimitable. Vous travaillez avec des composés d'acide prussique, ou peut-être quelque chose de plus exotique. Du benzaldéhyde. » Kemp se précipita, non pas pour attaquer, mais pour éteindre la flamme sous le creuset d'un geste frénétique. « Tiens-toi loin de ça, c'est volatile. » Holmes sourit d'un sourire froid et triomphant. « Volatile, vraiment. Une substance qui, sous certaines formes, peut être utilisée pour ramollir et dissoudre les adhésifs, ou peut-être pour rendre temporairement le verre cassant et susceptible d'une fracture précise et silencieuse. Une fracture qui pourrait être refermée par la chaleur, sans laisser de traces visibles, une fois qu'un objet l'aurait traversé. La théorie était si audacieuse que j'avais du mal à y croire. Mais la réaction de Kemp fut la seule confirmation dont nous avions besoin. Sa résistance s'effondra. Il s'affaissa sur le bord du lit, la tête entre les mains. « Tu vois tout » murmura-t-il, sa voix étouffée. « Pas tout » dit doucement Holmes, son ton passant de l'accusation à l'interrogation. « Je vois le comment. L'application d'un composé chimique sur le verre, l'incision minutieuse, le retrait d'une section juste assez large pour atteindre l'intérieur, le recèlement ultérieur avec une source de chaleur concentrée. Un brillant, quoique diabolique, exemple de chimie appliquée. Mais je ne vois pas le pourquoi. Pourquoi le Codex Umbra? Pourquoi le corbeau? » Kemp leva les yeux, et à ma grande surprise, il y avait des larmes de frustration dans ses yeux. Non pas de remords, mais de passion contrariée. « Pourquoi » s'écria-t-il d'une voix plus forte. « Parce qu'ils sont aveugles. Ils siègent dans leur salle sacrée, gardiens d'un savoir qu'ils ne comprennent pas. Le Codex Umbra est plus qu'une jolie image, Monsieur Holmes. C'est une clé. Cachée dans les enluminures se trouvent des formules alchimiques, des secrets de transformation que ces moines pieux ont codés pour les futurs initiés. Des secrets que le musée enfouit sous verre pour que les touristes les ignorent. » Il fit un geste erratique vers ses papiers. « Le corbeau est la première étape du grand œuvre. Le négrédeux, le noircissement, la matière première. J'ai laissé ma marque non pas comme un acte de vandalisme, mais comme une correction. Un signe que le véritable but de ce livre n'a pas été oublié. Je le réclamais pour ses héritiers légitimes, ceux qui voient. » C'était la diatribe d'un fanatique, un homme motivé non par la cupidité, mais par une idéologie perverse et obsessionnelle. Il se voyait non pas comme un criminel, mais comme un visionnaire. Holmes écoutait, l'air indéchiffrable. Lorsque Kemp eut terminé, essoufflé et tremblant, Holmes fit un léger signe de tête, presque imperceptible. « Voilà une philosophie fascinante, Monsieur Kemp. Et j'en suis sûr, elle sera longuement débattue lors de votre procès. » Il se tourna vers moi. « Watson, auriez-vous l'amabilité d'appeler l'agent qui rôde sans doute dehors en ce moment? L'inspecteur Lestrade est minutieux, voire imaginatif. Il nous aura fait suivre. » Je suis sorti dans le couloir et, comme prévu, j'ai trouvé un officier en uniforme posté en haut des escaliers. Je lui ai fait signe d'entrer, tandis que le gendarme s'emparait de Kemp, qui marmonnait et ne résistait pas. Holmes commença à rassembler rapidement et méthodiquement les papiers de l'homme. Les bouteilles de poudre, le creuset, toutes les preuves de son étrange alchimie. « L'affaire semble assez claire, Holmes. Il s'est osé dire tandis que nous descendions l'escalier, laissant le policier à son prisonnier. Un fou rancunier est capable de l'assumer. « Et c'est clair, Watson ?» dit Holmes en s'arrêtant sur le palier, le visage grave dans la pénombre. « Vraiment, c'est peut-être un peu trop clair. L'homme signe son crime d'un symbole unique, puis séjourne dans un hôtel portant le même symbole.
Il laisse son nom dans un registre d'or pour que nous le trouvions. Il remplit sa chambre de preuves de sa culpabilité. C'est un spécialiste des serrures et de la chimie. Il est sur le point d'avouer lorsqu'on le confronte. « Eh bien, oui, » ai-je répondu. « Cela semble extrêmement accablant. »« Exactement, » murmura Holmes, le regard perdu dans le vide. « Incroyablement, ça a la logique claire et satisfaisante d'un livre de contes. Et d'après mon expérience, les histoires les plus satisfaisantes sont souvent celles qui sont intelligemment conçues pour être crues. » Il regarda en haut des escaliers vers la pièce où le gendarme emmenait Kemp. « Nous avons trouvé notre artiste, Watson, mais je ne suis pas encore convaincu que nous ayons trouvé notre maître. » Chapitre 5. La main invisible. Le fourgon de police, une sinistre Marietta noire, s'était éloigné dans le brouillard, avec Algernon Kemp assis, renfrogné et silencieux à l'intérieur. De retour à Baker Street, les preuves de son étrange alchimie étaient maintenant disposées sur la table de notre salon. Étrange contrepoint au confort douillet du feu. Holmes, après avoir congédié un inspecteur Lestrade triomphant et se félicitant lui-même, se tenait devant cette collection, les mains jointes derrière le dos, le front plissé par une profonde réflexion. « Une conclusion des plus claires, Watson, » songea-t-il à voix basse. « Lestrade est sans doute en train de rédiger le rapport qui fera de lui un nom célèbre dans la presse. » Le brillant inspecteur résout l'affaire avec la vigueur qui le caractérise. Kemp sera jugé, sa folie sera confirmée, et le Codex Umbra deviendra une note de bas de page dans les annales de la criminalité singulière. Je m'installai dans mon fauteuil, sirotant une gorgée du cognac que je m'étais servi pour me protéger du froid du soir. « Mais tu n'es pas satisfait ?» dis-je, reconnaissant les signes de son intelligence agitée à l'œuvre. « Satisfait ?» Il se retourna, les yeux brillants à la lueur du feu. « Je suis profondément insatisfait. Les pièces s'assemblent avec la perfection discordante d'une boîte mal faite. Elles sont forcées, elles frottent. Comment cela ? Cet homme est clairement dérangé. Ses motivations, bien que bizarres, sont cohérentes. Ses moyens sont démontrés par le matériel présent dans sa chambre. « Ah, mais c'est justement ça, Watson !» s'exclama-t-il, saisissant mes mots. « Oui, trop cohérent, trop démontré. Considérez la séquence. Un crime impossible à atteindre est commis. Nous découvrons un indice, un nom dans un registre, thématiquement lié au crime. Nous suivons cet indice et trouvons un homme qui n'est pas seulement un suspect, mais une caricature parfaite. Il se livre précisément à l'activité que nous recherchons. Il a les connaissances, le mobile et le talent artistique. Il passe presque aux aveux. C'est un cadeau, emballé et livré à notre porte. Tu crois qu'il a été piégé ? Demandai-je, l'idée me semblant fantaisiste. Je crois que le décor était trop bien planté, répondit Holmes en arpentant l'âtre. Examinons les accessoires, voulez-vous ? Il prit le flacon de poudre noire sur la table. Du noir de fumée. Assez courant, et ça ? Il déboucha une petite fiole et la passa doucement sous son nez. Ah, du benzaldéhyde, la source de l'odeur sucrée d'amande détectée par Scrivener. Un composant clé du processus chimique que j'avais imaginé. Voilà, tu vois, la preuve. Preuve de compétence, oui, mais pas preuve de l'acte lui-même. Il reposa la fiole avec un bruit sec. Rappelez-vous la réaction de Kemp quand je me suis approché de sa lampe à alcool. Il était terrifié, non pas d'être pris, mais de la substance elle-même. Il la qualifiait de volatile. Un homme qui vient de réussir à percer une vitrine avec un produit chimique n'aurait pas autant peur d'un petit appareil de chauffage. Il en serait un expert. J'ai commencé à comprendre son point de vue. Tu crois qu'il était encore en train de perfectionner sa technique ? Je pense qu'il ne l'a peut-être jamais utilisée avec succès, dit Holmes. Sa chambre était un atelier, pas le repère d'un praticien accompli. C'était un lieu d'épreuve. Et vu son état d'agitation, d'erreurs fréquentes. L'homme que nous avons rencontré était un théoricien, un obsessionnel, un rêveur. L'acte au musée exigeait le sang-froid d'un chirurgien. Il était impeccable. Kemp est un homme qui saute sur sa propre ombre. Cela ressemble-t-il à l'auteur d'un crime aussi précis et audacieux ?
Il s'approcha de la fenêtre, contemplant l'obscurité changeante et sulfureuse de Baker Street. Et puis, il y a l'histoire de la clé. La clé? Mais vous avez dit vous-même que l'affaire n'était pas forcée. Pas la clé physique, Watson. La clé invisible. La connaissance de la page qui serait exposée. Camp a signé le registre le matin même. La page a été tournée à 10 heures. Il ne pouvait pas savoir, en entrant dans le musée, quelle illumination serait visible. Son acte n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. Il était ciblé. Le corbeau a été placé spécifiquement sur les évangélistes. Il aurait dû connaître le programme exact du musée. Une information connue seulement de quelques initiés. Une terreur glaciale commença à me parcourir l'échine. « Tu crois que quelqu'un au musée est impliqué ?»« Je crois, » dit doucement Holmes en se tournant vers moi, sa silhouette sombre se découpant sur la vitre. « Que nous avons appréhendé un outil, et non la main qui le maniait. Kemp nous a fourni la philosophie, l'obsession, peut-être même la formule chimique. Mais un autre nous a fourni l'opportunité, l'accès et le courage. La rage de Kemp était sincère, mais je soupçonne qu'elle était maîtrisée et dirigée par une intelligence plus froide et calculatrice. Il commença à rassembler son manteau et son chapeau. « Où allons-nous » demandai-je en posant mon verre. « Retour au début, Watson. Retour au British Museum. L'enquête de l'estrade aura clos cette affaire. Le personnel poussera un soupir de soulagement, sa vigilance relâchée. C'est le moment idéal pour poser les questions qui n'avaient pas été posées auparavant. » « Quelles questions ? Des questions sur M. Abney Scrivener ?»« Oh, dit Holmes d'une voix sombre. Le gardien méticuleux et digne de confiance de l'unique clé. L'homme qui a détecté une odeur suave que seul un chimiste peut reconnaître. L'homme qui seul connaît le rituel quotidien de tourner la page. L'homme qui, s'il l'avait voulu, aurait pu indiquer à un érudit obsédé quand et où trouver précisément la cible de sa manie. Il ouvrit la porte, et le brouillard sembla pénétrer dans nos chambres avec des doigts humides et curieux. Tout le monde a regardé la mallette verrouillée, Watson. J'en ai moi-même été coupable. Mais la clé la plus simple n'est pas toujours en métal. Parfois, elle est faite de confiance. Chapitre 6. Le récit du gardien le brouillard s'était épaissi, prenant une allure typiquement londonienne, un miasme tourbillonnant, semblable à une soupe de pois, qui réduisait le monde à une sphère jaune et floue autour de chaque réverbère. Notre voyage de retour au musée fut une aventure fantomatique, le fiacre évoluant dans un monde silencieux et occulté. Holmes restait assis en silence, le profil net et attentif, répétant sans doute les pistes de recherche qu'il comptait suivre. Nous fûmes admis une fois de plus par la porte latérale, l'atmosphère intérieure ayant désormais sensiblement changé. La panique du matin s'était dissipée, remplacée par un calme las et procédural. La bibliothèque du roi était vide, à l'exception d'un seul agent de police qui montait la garde devant la vitrine désormais drapée et de la silhouette frêle et nerveuse d'Abney Scrivener, qui polissait méticuleusement les ferrures en laiton d'une vitrine voisine avec un chiffon tremblant. Il sursauta à notre approche, son pince-nez glissant de son nez pour pendre à leur cordon. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je ne pensais pas vous revoir. L'inspecteur Lestrade nous a informé que le coupable était en garde à vue. Le coupable présumé, Monsieur Scrivener, » corrigea Holmes avec douceur, d'un ton avinculaire et désarmant. « Il y a quelques fils qui s'échappent dans cette affaire. Simple formalité. Votre aide ce matin a été précieuse. Je me demandais si je pouvais vous accorder encore quelques instants de votre temps. » Flatté et désireux de plaire, Scrivener hocha la tête avec empressement. « Bien sûr, n'importe quoi pour rendre service. La routine du feuilletage, » commença Holmes, s'appuyant nonchalamment contre une vitrine. « Un rituel fascinant. Vous l'exécutez vous-même chaque jour à 10 heures. »« Oui, monsieur, c'est l'un de mes devoirs les plus sacrés. Le vélin est fragile. Il doit être exposé à la lumière et à l'air, mais trop l'abîme. Chaque page est exposée une journée entière avant d'être tournée. »« Et vous seul accomplissez cette tâche ? » »« Ah oui,
Je le fais depuis 15 ans. J'ai formé d'autres personnes, bien sûr des doublures, pour mes maladies, mais c'est moi qui en assume la responsabilité. Et la clé, dit Holmes d'un ton léger, sur le ton de la conversation. Vous la gardez toujours sur vous ? Scrivener tapota instinctivement la poche de son gilet. Toujours. Il repose ici, sur cette chaîne. Il ne quitte jamais ma possession. Jamais ? Insista Holmes, le regard doux. Même pas un instant ? Pour le prêter à un collègue ? Peut-être pour le laisser sur votre bureau pendant que vous récupérez un volume sur une étagère en hauteur. Le visage du bibliothécaire se plissa, pensif. Je suis très méticuleux, monsieur Holmes. Je suppose. Sa voix s'éteignit, un léger froncement de sourcils apparaissant. Il y a eu un cas. Récemment, c'était des plus banals. Holmes sembla figé, tel un chien qui flaire une piste. Continuez, monsieur. Aucun détail n'est trop insignifiant. C'était la veille de l'incident, dit Scrivener d'une voix hésitante. J'étais dans la salle de lecture principale, aidant un éminent universitaire étranger à consulter une référence dans l'hypnérotomachia polyphilie, un in-folio des plus encombrants. J'ai dû escalader une échelle roulante pour le récupérer. Je me souviens avoir sorti la clé de ma poche et l'avoir posée sur mon bureau un instant, pour ne pas rayer la reliure du volume avec la chaîne. Je ne suis pas resté absent plus de 30 secondes. « Et votre bureau est en vue de l'espace public ?» demanda Holmes d'une voix dangereusement douce. « C'est dans une alcôve, mais oui, c'est accessible. » Et qui était présent dans la salle de lecture à ce moment-là ? Les yeux de Scrivener s'écarquillèrent légèrement, comme si le souvenir commençait à se préciser. « Eh bien, il l'était. L'homme que vous avez en garde à vue, Monsieur Kemp. Il était à un bureau voisin penché sur un volume du De Re Metallica d'Agricola. Je m'en souviens parce qu'il marmonnait pour lui-même, comme le font parfois les érudits. Un jeune homme d'une grande intensité. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans mon esprit avec un claquement presque audible. Kemp avait eu sa chance. La fenêtre de 30 secondes. La clé, laissée sans surveillance. Mais Holmes n'avait pas l'air triomphant. Il paraissait plus sombre que jamais. « Monsieur Scrivener » dit-il d'un ton qui perdait de sa douceur pour devenir sec et précis. « Oh. Quand vous avez remis le codex dans son étui après avoir tourné la page hier matin, avez-vous fait autre chose ? Avez-vous appliqué du cirage sur le verre ? Ou avez-vous remarqué si quelqu'un d'autre l'avait fait ?» Le scribe parut perplexe. « Poli ? Non, monsieur. Les vitrines sont nettoyées une fois par semaine, le lundi par les femmes de ménage. Hier, c'était mardi. J'ai simplement ouvert la vitrine, tourné la page avec les outils prescrits, fermé et verrouillé. C'est tout. Et l'odeur que vous avez détectée, cette douce odeur, était-elle présente avant que vous ouvriez la valise ou seulement après ? Le visage du bibliothécaire se vida sous l'effort de se souvenir. Je n'en suis pas certain. Le moment où l'on déverrouille et soulève la vitre est un mouvement fluide et unique. L'air à l'intérieur est immobile. Je crois l'avoir remarqué en me penchant pour manipuler le codex. Donc, après l'ouverture, Holmes hocha brièvement la tête. « Merci, monsieur Scrivener. Vous m'avez été d'une grande aide. Une dernière chose, ces doublures dont vous avez parlé. Qui sont-elles ? Oh, voici monsieur Phelps, mon assistant principal, et la jeune mademoiselle Evie, du département de cartographie. Elle a une main merveilleusement sûre, mais ils n'ont pas rempli leur mission depuis des mois. » Holmes assimila ces mots sans faire de commentaire. Il remercia à nouveau la bibliothécaire et se retourna pour partir. Mais tandis que nous nous éloignions, il s'arrêta près de la mallette drapée. D'un mouvement brusque, il s'agenouilla et, à l'aide de la loupe de sa poche, examina le sol juste sous le socle en bois de la mallette. Il resta là un long moment, le nez presque effleurant le parquet en chêne poli. Puis, il se leva, tenant délicatement entre son pouce et son index un unique et minuscule objet. À peine visible, un minuscule éclat de quelque chose de sombre et de cristallin. « Qu'est-ce qu'il y a, Holmes ?» murmurai-je. Il ne répondit pas immédiatement. Il sortit une petite enveloppe de sa poche, scella le fragment qu'elle contenait et écrivit un bref mot sur le devant. « Watson,
dit-il d'une voix basse et pressante. « J'ai besoin de votre aide. Apportez ceci à Stamford, à l'hôpital Barts. Sa connaissance des composés exotiques est incomparable. Demandez-lui de l'analyser au plus vite. Dites-lui que c'est une affaire de la plus haute urgence. J'ai pris l'enveloppe. Et toi, que vas-tu faire ?» Les yeux de Holmes étaient comme des éclats de silex, tandis qu'il jetait un coup d'œil à M. Scrivener, inconscient, qui avait repris son polissage. « Je retournerai à l'hôtel Ravenscroft, » dit-il. Notre M. Kemp était peut-être un instrument, mais même un instrument se souvient de la main qui le tenait. Et je soupçonne que, maintenant qu'il comprend qu'on l'a manipulé, il sera peut-être plus enclin à parler. Il se fondit dans l'obscurité de la galerie, me laissant seul, la petite enveloppe à la main, un éclat d'obscurité qui détenait la clé d'une vérité bien plus profonde que la simple folie d'un obsessionnel solitaire. Le jeu n'était pas terminé avec l'arrestation de Kemp. Il ne faisait que commencer. Chapitre 7. L'histoire d'un prisonnier le brouillard s'accrochait à la ville avec une poigne tenace, conférant au trajet de Bloomsbury à l'hôpital Bartholomew un côté onirique et décousu. Les roues du taxi chuchotaient sur les pavés humides, et le monde au-delà des fenêtres n'était qu'une simple esquisse de forme solide. Dans ma main, la petite enveloppe contenant le mystérieux fragment de Holmes me semblait anormalement lourde, telle une minuscule boîte de Pandore renfermant une vérité essentielle et terrifiante. Stamford, mon ancien habilleur d'étudiants, et celui-là même qui m'avait présenté Holmes, était désormais un pathologiste respecté à Barts. Je le trouvais dans son laboratoire, baigné par l'odeur âcre et propre du désinfectant et par l'équipement rutilant de son métier. Son visage jovial devint sérieux, tandis que je lui expliquais ma mission et lui tendais l'enveloppe. « Pour Holmes, hein ?» dit-il en déposant délicatement l'éclat sombre sur une lame de verre. « C'est toujours bizarre. Allons voir. » Il le plaça sous la lentille d'un puissant microscope, l'œil collé à la lentille. Il ajusta la mise au point avec une aisance experte, puis émit un léger sifflement. « Bon, je serai damné. »« Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en me penchant en avant. « C'est du verre, Watson. Ou plutôt, c'était du verre. Mais il a été profondément modifié. Voyez par vous-même. » Il s'écarta et je regardai dans les oculaires. Le fragment était un kaléidoscope de lignes de fracture, mais il ne s'agissait pas des cassures nettes et nettes d'un objet brisé par la force. Elles étaient plumeuses, presque organiques, comme du givre sur une vitre ou la structure cristalline d'un flocon de neige. C'était comme si l'essence même du verre avait été persuadée de se disloquer. « Il a été traité avec un agent chimique puissant », expliqua Stamford en reprenant la parole. Un produit qui ne se contente pas d'attaquer la surface, mais qui pénètre et fragilise la structure de la silice au niveau moléculaire. Cela rend le verre extrêmement cassant dans une zone très localisée. On pourrait le tapoter avec une aiguille et il se briserait selon des lignes prédéterminées. Une rupture précise et silencieuse. Et pourrait-on le refermer ? Demandai-je en pensant à la théorie de Holmes. Stamford hocha la tête, le visage affichant une admiration scientifique. Avec de la chaleur, absolument. Une flamme concentrée referait fondre les bords fracturés. Il ne resterait qu'une couture à peine visible, une légère cicatrice dans le verre. Pour tous, sauf pour l'œil le plus exercé, elle serait invisible. Un brillant, quoique néfaste, exemple de chimie appliquée. Il me regarda. Dans quoi Holmes s'est-il fourré ? Une vitrine verrouillée qui ne l'était pas, dis-je d'un ton sombre, en récupérant la diapositive et le fragment. Merci, Stamford. Cela confirme tout. J'ai quitté l'hôpital avec la preuve en poche, mais mon esprit s'emballait. L'hypothèse de Holmes était exacte en tout point. La méthode était désormais établie sans l'ombre d'un doute. Mais l'identité du chimiste était-ce bien Kemp ? Ou était-ce, comme Holmes le soupçonnait, un autre ? Je retrouvais mon ami non pas à Baker Street, mais dans la salle d'accusation austère et éclairée au gaz du commissariat de Marylebone Lane.
Il sortait de sa cellule, le visage marqué par une expression de frustration froide. L'inspecteur Lestrade était avec lui, l'air tout aussi exaspéré. « C'est inutile, Holmes, » disait Lestrade. « L'histoire de cet homme est figée. Il admet son obsession. Il admet vouloir abîmer le livre. Il admet même avoir été présent dans la pièce lorsque Scrivener a laissé la clé sans surveillance. Mais il nie l'avoir touchée. Il nie toute connaissance du procédé chimique. Il affirme n'avoir jamais réussi à reproduire la formule du ramollissant pour verre. Il affirme qu'il est trop volatile. « Et l'hôtel Ravenscroft ?» demanda Holmes, la voix tendue. Impasse. L'employé confirme que Kemp est arrivé il y a 3 jours. Il a payé d'avance. Personne n'a demandé à le voir. Il est resté complètement à l'écart. « Un fou solitaire et parfait !» murmura Holmes d'un ton teinté de sarcasme. « Comme c'est commode pour le vrai coupable !» Lestrade leva les mains. « Pour l'amour du ciel, mec, que veux-tu de plus? On l'a, il est fait pour. Les preuves sont accablantes. »« Les preuves sont implantées, Lestrade !» s'exclama Holmes avec une rare perte de contrôle. « Vous ne le voyez pas. Cet homme est un dupe, un fanatique dont la passion a été instrumentalisée par un esprit bien plus rusé. Il m'a vu approcher et s'est dirigé vers moi. « Alors, Watson ?»« Oh, Stamford le confirme, » dis-je doucement. « Le fragment est en verre, traité avec un agent chimique sophistiqué. Il se fracturerait silencieusement le long de lignes préaffaiblies et pourrait être recellé par la chaleur. Votre théorie était correcte. » Une lueur de satisfaction traversa le visage de Holmes, mais elle s'éteignit rapidement. Cela confirme le comment. Mais n'exonère pas Kemp. Aux yeux de Lestrade, cela ne fait que renforcer sa culpabilité. Il commença à arpenter les dalles humides de la salle d'accusation. Il refuse de parler. Il est soit trop terrifié par le véritable coupable, soit trop absorbé par son propre fanatisme pour se rendre compte qu'il a été utilisé comme un piège. « Et maintenant ?» demandai-je. « Si Kemp est une impasse. » Alors, nous devons nous intéresser à la seule personne qui avait les connaissances, l'accès et la possibilité d'orchestrer toute cette affaire, dit Holmes, s'arrêtant brusquement. L'homme qui connaissait la page exacte exposée, l'homme qui a manipulé le codex en dernier. L'homme qui a laissé la clé sans surveillance pendant exactement 30 secondes. Le temps de prendre une empreinte, mais pas assez pour susciter de véritables soupçons. « Au scribe !» soufflai-je, l'idée me semblant monstrueuse. Mais c'est lui la victime. L'œuvre de sa vie a été profanée. Vraiment ? Les yeux de Holmes éteignent comme des éclats de glace. Ou était-ce un écran de fumée parfait ? On ne détruit pas ce qu'on vénère vraiment. Mais on pourrait mettre en scène une infraction pour masquer un crime bien plus subtil et dévastateur. Lestrade, qui écoutait avec une incrédulité croissante, renifla. « Scrivener ? Ce vieux grincheux ? Holmes, vous vous étirez. Pourquoi ferait-il ça ? Voilà, inspecteur, la question qui me taraude maintenant, » dit Holmes d'une voix chuchotée. Le pourquoi est essentiel. Le pourquoi de Kemp était un cri d'idéologie démente. Mais notre main invisible, son pourquoi, sera discret, pragmatique et impitoyable. Il releva son col pour se protéger du froid du poste. « Venez, Watson, nous avons un bibliothécaire à examiner. Et nous devons le faire avant qu'il ne réalise que la représentation est terminée et que le dernier acte va commencer. » Il dort. Nous sommes ressortis dans le brouillard épais. Les certitudes de l'affaire s'effondrant autour de nous, ne laissant que la silhouette sinistre et souriante d'Abney Scrivener au milieu des ruines. Le gardien des clés, discret et digne de confiance, était désormais le principal suspect d'un complot d'une audace époustouflante. Mais à quelle fin ? La question flottait dans l'air humide, plus lourde et plus impénétrable que le brouillard lui-même. Chapitre 8. La deuxième tâche. Le retour à Baker Street se fit en silence. Holmes était assis, immobile dans le taxi, le menton enfoncé sur sa poitrine, les yeux clos et ses longs doigts sensibles tendus devant lui. Je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre son intense concentration.
La cacophonie familière de Londres, le claquement des sabots, les cris des vendeurs de journaux, le grondement des roues semblaient s'estomper en un bourdonnement lointain, simple bruit de fond de la symphonie féroce de déduction qui se jouait derrière ses paupières closes. En arrivant au 221B, il ne prit pas le temps d'ôter son manteau, ni de répondre à l'accueil inquiet de Madame Hudson. Il se dirigea directement vers la paillasse de chimie qui se trouvait dans un coin de notre salon, véritable hôtel encombré dédié à ses recherches scientifiques. D'un geste rapide et précis, il commença à sélectionner flacons et appareils, ignorant les preuves provenant de la chambre de Kemp, qui gisaient encore sur la table. L'analyse de Stamford a été la pièce maîtresse, Watson, dit-il, me tournant le dos tout en allumant un bec Bunsen. Elle a confirmé l'identité de l'agent, mais pas celle de la main qui l'a appliquée. Il faut creuser plus profondément. Il faut comprendre la véritable nature de l'acte. Il prit la petite enveloppe contenant le fragment de verre et, avec la plus grande précaution, racla quelques grains infinitésimaux de sa surface au rasoir et les déposa dans un creuset. Il y ajouta un liquide clair au compte-gouttes et appliqua de la chaleur. Une légère odeur d'amande douce emplit l'air, la même odeur que Scrivener avait détectée. « Le benzaldéhyde », murmura Holmes. « Un composant, mais pas l'agent principal. Le véritable composé est plus complexe. » Il ajouta un autre réactif. Et le liquide dans le creuset prit une teinte bleu foncé et trouble. Ah, comme je le soupçonnais, un composé cyanuré. Pas de l'acide prussique, mais un sel apparenté. Un composé qui réagit lentement avec la silice. Il ne la dissout pas, il la détruit. Une réaction chronométrée. Il se retourna, le visage illuminé par la joie intense de la découverte. « Tu ne vois pas, Watson, l'application n'a pas été faite la nuit du crime. Elle a été faite la veille, lorsque Scrivener a remarqué l'odeur après avoir ouvert l'étui. Il sentait les résidus du produit appliqué des heures plus tôt, pendant le rituel du feuilletage. Le crime a été commis, non pas dans l'obscurité, mais à la vue de tous. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Scrivener lui-même, il a appliqué le produit chimique à son propre cas. Qui d'autre avait un accès aussi libre? Les yeux de Holmes brillèrent. Il fragilise le verre. Il laisse la clé sans surveillance à la vue de Kemp, un aperçu tentant pour un homme qu'il sait obséder. Il insuffle peut-être même l'idée du corbeau, alimentant la folie de Kemp. Puis il verrouille la boîte, sachant que le lendemain matin, le verre sera prêt. Il suffisait à Kemp, ou à un complice, de tapoter dessus, d'y mettre la main, d'y faire sa marque, puis de le refermer avec un outil dissimulé. Une petite lampe à alcool suffirait. « Mais pourquoi » m'écriai-je, encore en proie à des difficultés avec le mobile. Pourquoi profanerait-il l'œuvre de sa vie? Voilà la question qui exige maintenant une réponse, dit Holmes en éteignant le brûleur. Et je crois que je me suis complètement trompé de question. Je me suis concentré sur le corbeau, le vandalisme flagrant et théâtral. Mais et si ce n'était pas le but premier? Et si ce n'était qu'une diversion? Il s'approcha de la table et écarta les dessins et les flacons de produits chimiques de Kemp. Il saisit la liasse de papier que nous avions empruntée à l'hôtel Ravenscroft, les notes et les formules de Kemp. Nous les avons examinées à la recherche de preuves du processus chimique, dit-il en parcourant les pages du bout des doigts. Mais nous n'avons pas regardé ce qu'il étudiait d'autre. Son obsession ne se limitait pas au vandalisme, elle concernait le codex lui-même. Une clé, disait-il, des formules alchimiques cachées dans les enluminures. Les mouvements de Holmes devinrent plus frénétiques. Et s'il avait raison, non pas dans sa folie, mais dans son érudition? Et si le Codex Umbra contenait un secret? Et si Scrivener, son gardien, le connaissait? Le vandalisme, le mystère de la pièce fermée, tout cela n'était qu'un écran de fumée pour un vol bien plus subtil. La porte de notre salon s'ouvrit avec une telle violence qu'elle s'écrasa contre le mur. L'inspecteur Lestrade se tenait sur le seuil, le visage blême, son calme habituel complètement anéanti. Il était essoufflé comme s'il avait couru depuis Bloomsbury.
Holmes, haleta-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. C'est encore arrivé. Holmes resta immobile. Le musée? Non, pas le musée. La Banque d'Angleterre. Les mots flottaient dans l'air, insensés et terrifiants. La Banque d'Angleterre. Cela semblait impossible, un non-séquitur issu d'une autre réalité. Lestrade entra en titubant dans la pièce, les mains serrées. Un coffre-fort sécurisé. Un coffre privé, loué par le musée lui-même. Il a été forcé la nuit dernière. Pas d'effraction. La serrure était parfaite, mais le coffre était vide. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? La voix de Holmes était tranchante comme un rasoir. Le document complémentaire, s'écria Lestrade, la voix brisée par le stress. Ils n'ont pas pris le Codex Umbra parce qu'ils n'ont jamais voulu du livre lui-même. Ils voulaient ce qu'il y avait dans le coffre. La reliure originale du Codex. Elle a été retirée pour être conservée il y a des années. Elle est couverte de joyaux, saphirs, rubis, perles. Une fortune. Mais ce n'est pas le pire. Il marqua une pause, inspirant avec difficulté. Dans la boîte vide, il y avait un autre dessin, à la même encre noire. Il tendit une main tremblante. Elle contenait un petit morceau de papier bancaire officiel. Dessus, dessiné avec la même main austère et confiante que le corbeau, se trouvait une plume unique et parfaite. Holmes prit le papier, le visage glacial et furieux, exprimant un triomphe. « L'aile du corbeau !» murmura-t-il. « Pas une signature, une progression. D'abord l'oiseau entier, maintenant une simple plume. Le travail n'est pas terminé. » Son regard passa de la plume aux formules frénétiques de Kemp, puis à l'appareil chimique posé sur son établi. Les fils disjoints de deux crimes impossiblement parfaits, une profanation au musée et un vol à la banque, tourbillonnèrent autour de nous, puis, dans un instant terrifiant, se rejoignirent. « Le corbeau n'a jamais été le but, Watson, » dit Holmes d'une voix basse et mortelle. « C'était la clé. Les illuminations du codex ne cachaient pas de secrets alchimiques. Elles dissimulaient un code, et ce code révélait l'emplacement du lien orné de joyaux. La folie de Kemp a fourni le mobile du premier crime, qui a caché les moyens du second. Nous dansons au rythme d'un marionnettiste depuis le tout début. » Il attrapa son manteau. « Lestrade, la banque. Maintenant, Watson, apportez les preuves. » Le jeu est entré dans son dernier acte et nous sommes désespérément derrière le rideau. Chapitre 9. Le chiffre dans la couleur l'intérieur de la Banque d'Angleterre était à 1000 lieues du silence érudit du musée. C'était un temple du capital, tout en marbre austère, en cuivre poli et dans le murmure grave et grave de la finance. L'air était frais et immobile, empreint d'une odeur d'encre, de métal et d'une sécurité immuable. La scène du crime, cependant, était un havre de panique dans ce bastion de l'ordre. On nous conduisit au cœur des coffres, un labyrinthe d'acier et de serrures à minuterie, jusqu'à une salle de sécurité privée. Un mur de coffre-fort était ouvert, mais l'un d'eux, le numéro 731, était le centre d'une activité frénétique. Des employés de banque, le visage blême et en sueur, côtoyaient des policiers au visage sombre. Au centre de tout cela, tel un homme ayant vu un fantôme, se tenait le colonel Wadsworth. « Holmes !» s'écria-t-il en nous voyant, son allure militaire complètement effondrée. « Dieu merci, elle a disparu !» La reliure ornée de joyaux du Codex Umbra. Irremplaçable, inestimable, Holmes ignora l'angoisse de l'homme, se concentrant entièrement sur la boîte métallique vide. Il l'examina avec la même intensité qu'il avait appliquée à la vitrine du musée. Aucune rayure, aucune trace d'outil. La serrure était un chef-d'œuvre d'ingénierie, absolument impeccable. La même méthode, murmura Lestrade, son triomphe précédent n'étant plus qu'un lointain souvenir. Il faut bien, mais comment? Ce n'est pas du verre, c'est de l'acier trempé. La méthode est adaptée, pas reproduite, dit Holmes d'une voix saccadée. Il sortit sa loupe et examina l'intérieur de la boîte. Il resta ainsi un long moment, puis se redressa, une expression de révélation brutale sur le visage. Il se tourna vers le directeur de la banque, un certain M. Forsyth, dont l'univers semblait bouleversé. « La serrure, » dit Holmes.
C'est une Chubb, comme celle du musée, mais en plus complexe. Qui a accès aux détails de ce modèle? Au schéma? Monsieur Forsyth s'essuya le front avec un mouchoir en soie. Les schémas sont un secret bien gardé, monsieur Holmes. Seul le fabricant et notre propre responsable de la sécurité connaissent parfaitement les mécanismes. Et le musée, bien sûr, en tant que locataire de la boîte. Le colonel Wadsworth et monsieur Scrivener étaient tous deux signataires du contrat d'accès. Les yeux de Holmes croisèrent les miens. Scribe. Le nom flottait dans l'air, non prononcé mais assourdissant. Le dessin, dit Holmes en se tournant vers Lestrade. La plume. Montre-moi ça à nouveau. Lestrade lui tendit le billet de banque. Holmes le brandit, sans regarder le dessin, mais en le tenant incliné par rapport à la lumière électrique. « Comme je le pensais, » murmura-t-il. « Watson, regarde, je le rejoignis. » Sur le papier, autour des lignes noires et nettes de la plume, se trouvaient de légères empreintes, presque invisibles, le fantôme d'une écriture imprimée sur une autre page. Une note a été écrite sur la page au-dessus de celle-ci dans le registre. Déduisit Holmes. La pression du stylo a laissé une trace. Elle est faible mais lisible. Il plissa les yeux, déchiffrant les marques presque invisibles. On dirait une liste. Outremer, vermillon, malachite, ce sont des pigments. Les couleurs utilisées pour l'enluminure du codex. Il se retourna pour faire face au colonel Wadsworth. « Et, colonel, vous nous avez dit que le codex était un évangile de Northumbrie. La page des 4 évangélistes, décrivez-moi les couleurs. » Précisément. Wadsworth, perplexe, balbutia. « Mais la feuille d'or, bien sûr. Un fond bleu outremer, de la plus haute qualité. Les robes Saint-Matthieu et vermillon. Marc vert malachite. Luc jaune safran et Jean violet foncé. » L'esprit de Holmes s'emballait, son regard fixé à mi-distance, reliant des fils invisibles pour nous tous. Le chiffre, il n'est pas dans le texte, il est dans la couleur, la séquence des pigments. Une formule non pas pour l'alchimie, mais pour l'accès. Les couleurs correspondent à une combinaison, une séquence pour contourner la serrure. Il se tourna vers le coffre vide. L'agent chimique utilisé sur le verre était une preuve de concept, une démonstration pour le véritable partenaire. Cette serrure n'a pas été crochetée ni fondue. On l'a convaincu de s'ouvrir. Un composé a été introduit dans le mécanisme, une poudre, peut-être en suspension dans l'air qui réagissait avec les métaux spécifiques des leviers intérieurs de la serrure, provoquant une dilatation ou une contraction précise et temporaire. Une clé chimique, conçue pour imiter la rotation exacte de la vraie clé. La formule de ce composé était cachée dans la séquence des couleurs de cette page spécifique. Camp, l'érudit obsédé, était celui qui a déchiffré le code. Scrivener, le gardien, en a fourni l'accès et l'application. La théorie était stupéfiante par sa complexité et son audace. Un crime fondé sur l'art médiéval, la chimie moderne et la manipulation psychologique. Mais la plume, ai-je interrompu, l'esprit en désordre. Pourquoi laisser un autre dessin? Un message, dit Holmes d'une voix froide. Un signal pour son partenaire. Le premier crime, le corbeau, était une déclaration d'intention, une preuve de compétence. Ceci, la plume, est la confirmation du succès et la promesse d'un avenir meilleur. Ce n'est pas la fin. Il travaille sur une liste. L'aile du corbeau a perdu une plume. La prochaine sera. Il s'immobilisa net. Son regard, qui parcourait la pièce en un calcul fiévreux, se fixa sur le colonel Wadsworth, ou plus précisément sur ses mains, serrées fermement à ses côtés. « Colonel, » dit Holmes d'une voix soudain dangereusement douce, « votre chevalière, le blason de Wadsworth. C'est un corbeau, n'est-ce pas ?» Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers la main du colonel. À son petit doigt était orné d'une lourde bague en or. Sur son cadran était gravé le profil caractéristique d'un corbeau. Le visage de Wadsworth, déjà pâle, prit une teinte craie. « C'est mon blason familial, oui !» balbutia-t-il. « Mais alors, c'est absurde !» Vraiment, Holmes fit un pas en avant, sa présence soudain immense et menaçante. « Vous étiez signataire du coffre, vous aviez accès à la reliure, vous avez le corbeau pour symbole.
et c'est vous qui m'avez présenté l'affaire avec un désespoir si théâtral. Vous nous avez livré le suspect sur un plateau d'argent, un fou qui pouvait assumer toute la responsabilité, tandis que vous et votre partenaire, le méticuleux Monsieur Scrivener, profitiez du vol. Absurde, s'exclama Wadsworth en reculant d'un pas, mais la peur dans ses yeux était indéniable. Vraiment ? Insista Holmes d'une voix basse et rauque. Alors, expliquez-moi la tache d'encre sur votre manchette droite, colonel. La même encre bleu-noir particulière que vous aviez sur les doigts lors de votre première visite. Vous avez dit qu'elle provenait de votre propre examen du codex. Mais cette encre n'est pas utilisée au musée. C'est l'encre que Kemp fabriquait. L'encre que vous avez utilisée pour dessiner la plume dans le coffre. Pour signer votre œuvre pour votre partenaire. Vous n'avez pas été victime du premier crime, colonel. Vous en êtes l'auteur. Vous avez dessiné le corbeau. Le silence régnait dans le coffre. Le colonel se tenait là, pris au piège, la bouche ouverte et fermée sans un bruit. Le respectable administrateur, victime indignée, était démasqué comme un criminel hors pair. Holmes se tourna vers l'estrade, l'air sombre. « Inspecteur, vous allez immédiatement arrêter le colonel Wadsworth. Vous enverrez ensuite des hommes appréhender Abney Scrivener. Ne vous laissez pas tromper par sa frêle apparence. Vous avez affaire à un homme d'une ruse et d'une cruauté singulière. » Alors que l'estrade avançait, une nouvelle expression apparut sur le visage de Wadsworth, non pas celle de la défaite, mais celle d'un défi froid et calculateur. « Vous arrivez trop tard, Holmes, » dit-il d'une voix soudain ferme, sans faux semblant. « Vous avez le qui, peu importe. Vous ne trouverez jamais le où. Le lien est déjà rompu, et la partie n'est pas terminée. L'aile du corbeau commence à peine à perdre ses plumes. » Ces mots flottaient dans l'air glacé du coffre. Promesse glaçante que le mystère, loin d'être résolu, s'était seulement aggravé et s'était transformé en quelque chose de plus sombre et de plus vaste. Nous avions attrapé une main, mais l'autre, et le précieux trésor qu'elle contenait, s'était évanoui dans le brouillard londonien. Chapitre 10. Le gambit du colonel, la salle d'accusation sinistre et pavée de Scotland Yard, ressemblait à l'antichambre des enfers. Le colonel Algernon Wadsworth, dépouillé de son uniforme militaire et désormais réduit à un simple homme en cellule de détention, était assis sur un banc de bois dur, le visage marqué d'une provocation de granit. La chevalière en forme de corbeau, cette pièce d'héraldique accablante, avait été mise en sac et étiquetée comme pièce à conviction. Pourtant, il ressemblait moins à un homme brisé par sa capture qu'à un joueur d'échecs qui, bien qu'échoué, avait pris l'avantage sur un autre échiquier. Holmes se tenait devant la cellule, les bras croisés, l'air glacial et furieux. Lestrade et moi l'entourions, l'inspecteur bourdonnant d'un mélange de triomphe et d'anxiété, moi-même témoin de cet acte final et troublant. « La partie est bel et bien terminée, Wadsworth, » dit Lestrade, tentant d'afficher une autorité que le colonel balaya sans effort. « Nous avons des hommes qui amènent Scrivener. Votre partenaire ne sera pas loin derrière vous. » Un léger sourire méprisant éclaira les lèvres de Wadsworth. « Scrivener ? Cette relique tremblante ? Ce n'est pas mon partenaire, inspecteur. C'est un instrument. Un idiot utile, doté d'un accès facile et d'une peur profonde de la prison pour dette. Il m'appartenait, tout comme la folie de Kemp m'appartenait. La voix de Holmes était dangereusement basse. « Alors, vous admettez votre rôle ? J'avoue avoir orchestré une œuvre d'art, » corrigea Wadsworth en s'adossant au mur de pierre humide. Le vol n'était que le coup de pinceau final. Le véritable chef-d'œuvre était le mystère lui-même. L'affaire verrouillée. L'érudit fanatique, le conservateur en deuil, et vous, monsieur Holmes, le brillant détective qui avez tissé le tout. Je l'ai conçu pour vous. Je dois admettre que votre performance a été exaltante à regarder. L'arrogance de cet homme était stupéfiante. Il ne se considérait pas comme un voleur, mais comme un dramaturge, et nous étions tous acteurs de son drame. La reliure, Wadsworth, insista Holmes, ignorant la provocation. Où est-elle ?
Le sourire du colonel s'élargit. Disparu, dissous. Les joyaux sont en train d'être retaillés en ce moment même. L'or a été fondu. Cet inestimable art médiéval n'est plus qu'un lingot et des pierres précieuses anonymes, introuvables et prêts à alimenter les comptes d'un consortium de collectionneurs européens qui se moquent de l'histoire et ne se soucient que de la valeur. Vous ne le retrouverez jamais. Lestrade semblait avoir été frappé. « Tu l'as détruit, espèce de monstre !» « Un monstre ?» Wadsworth gloussa d'un rire sec et désagréable. « Je suis un homme d'affaires, inspecteur. Le musée est une relique en décomposition, squattant des trésors qu'il n'apprécie pas et qu'il ne peut se permettre d'entretenir. J'ai simplement liquidé un actif sous-performant. Les fonds seront mieux utilisés. Les fonds pour vos dettes de jeu, déclara Holmes d'une voix neutre. Ceux que vous avez cachés au conseil d'administration. Ceux qui vous ruineraient, vous déshonoreraient et vous feraient emprisonner s'ils étaient découverts. Ce n'était pas une œuvre d'art, colonel. C'était un détournement de fonds désespéré. Pour la première fois, une fissure apparut dans l'armure de Wadsworth. Une lueur de rage passa dans ses yeux. Holmes avait touché le vrai nerf. « Tu ne sais rien de ma situation, » grogna-t-il. « Je sais tout, » rétorqua Holmes. « Les voyages à Monte-Carlo déguisés en voyages de recherche, les hypothèques sur vos propriétés familiales, les prêts accordés par des hommes à la réputation particulièrement douteuse. Votre désespoir vous rendait prévisible. Il vous rendait aussi négligent. L'encre sur votre manchette a causé votre perte. Vous avez dessiné le corbeau vous-même, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pu résister à l'envie d'apposer votre signature sur l'œuvre. » Wadsworth lui lança un regard noir, son sang-froid brisé. « C'était parfait !» cracha-t-il. « Ou ça aurait été parfait. Le fou assume la responsabilité. Scrivener, terrifié à l'idée d'être démasqué, obéit. Je m'en vais en victime. Mes finances rétablies. Et puis vous ?» Il prononça le dernier mot avec un venin pur et sans mélange, les yeux fixés sur Holmes. « Oui, » dit Holmes doucement. « Moi. Mais vous vous trompez sur un point, colonel. La partie n'est pas terminée. Vous disiez que le lien avait disparu. Dissous, je ne vous crois pas. » Les yeux de Wadsworth se plissèrent. « Crois ce que tu veux. Tu ne reverras jamais ça. Un homme comme vous ne détruit pas une beauté aussi unique. Et, poursuivit Holmes, son ton devenant conversationnel, presque songeur, un joueur a toujours un atout dans sa manche. Vous ne feriez pas fondre les joyaux de la couronne. Vous les cacheriez. Ils sont votre assurance, contre vos complices, contre les imprévus futurs. Vous n'avez pas détruit la reliure. Vous l'avez cachée. Je l'ai vu alors, un léger tic sous l'œil du colonel. Un serrement de mâchoire à peine perceptible. Holmes avait trouvé la vérité. « Tu es fou !» murmura Wadsworth, mais la conviction avait disparu de sa voix. « Vraiment ?» Holmes s'approcha des barreaux, sa voix se réduisant à un murmure que nous seuls pouvions entendre. « Alors ma folie sera votre salut, colonel. Pour l'instant, vous risquez la prison à vie. Mais si cette reliure était retrouvée intacte, si elle était restituée au musée, le scandale pourrait être contenu. Les administrateurs voudraient qu'il soit étouffé. Votre peine pourrait être considérablement moins sévère. » C'était un pari d'une audace époustouflante. Holmes offrait au colonel une issue, faisant appel à son instinct de survie et à sa vanité. Il suggérait que le chef-d'œuvre pouvait encore être sauvé. Wadsworth le fixait du regard, une guerre faisant rage dans ses yeux. L'avidité, l'orgueil et la peur se disputaient la domination. Le silence dans la salle de commandement était si épais qu'il en était gustatif. Finalement, il parla d'une voix rauque et croassante. « Et Scrivener? Kemp? Kemp est un fou qui sera traité comme il se doit. Scrivener est un faible qui s'est laissé corrompre, » dit Holmes d'un ton dédaigneux. « Mais vous, colonel, vous en êtes l'architecte. Vous détenez la clé de la guérison. À vous de choisir. La honte éternelle et l'emprisonnement, ou une chance, aussi mince soit-elle, de rédemption. » Holmes tourna le dos à la cellule, signe clair que l'interrogatoire était terminé. Il avait semé la graine.
Il lui fallait maintenant le temps de germer dans le terreau sombre et fertile du désespoir du colonel. Alors que nous nous éloignions, Lestrade saisit Holmes par le bras. « Holmes, qu'est-ce que c'était que ça? On ne peut pas lui proposer de marcher. C'est un criminel avoué. » « Nous ne lui avons rien proposé, Lestrade, » dit Holmes calmement. « Nous lui avons simplement présenté une alternative logique à son avenir sombre. Un homme qui détient un billet de loterie gagnant ne le brûle pas, même s'il est en feu. Il a caché ce lien. Et maintenant, il sait que son seul espoir d'en profiter un jour financièrement ou par indulgence est de le garder en sécurité et de garder son emplacement secret jusqu'à ce qu'il puisse l'utiliser. » Il jeta un coup d'œil vers la cellule, où Wadsworth était maintenant assis, la tête dans les mains, un homme piégé dans une cage de sa propre fabrication. « La partie n'est pas terminée, Lestrade, » murmura Holmes. « Elle a simplement été déplacée sur un autre échiquier. Nous avons les joueurs. Maintenant, il faut trouver le trésor. Et il faut le trouver avant que le mystérieux consortium du colonel Wadsworth ne décide qu'un commanditaire en prison est un fardeau qu'il ne peut pas se permettre. Les enjeux venaient de passer du simple vol à une question de vie ou de mort. L'aile du corbeau avait perdu sa plume, et l'ombre qu'elle projetait était désormais plus sombre et plus dangereuse que jamais.